Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour cet épisode un petit peu particulier de C'est ça le catch, puisque pour la première fois sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir le droit à un petit podcast, une petite review de ce fait de ce Raw du 23 mars 2015, ainsi que mes pronostics pour WrestleMania 31. Alors, cette semaine, c'est la dernière ligne droite, on arrive à WrestleMania 31, c'est la fête du catch, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. On est à l'effusion, et puis du coup voilà, c'était l'occasion pour moi de vous faire une petite surprise, on approche les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, de vous parler un petit peu donc de ce Raw que je vais vous commenter, que je vais vous critiquer, que je vais vous reviewer, comme on dit, et également donc de WrestleMania, de donner mes pronostics sur ce WrestleMania qui arrivera dimanche, afin de, tout simplement, de parler de catch, de fêter le catch, d'honorer le catch, bref, accrochez votre ceinture, c'est parti, c'est une première. Et le Monday Night Raw de cette semaine est au Staples Center donc de Los Angeles et le show se voit ouvrir avec l'arrivée de Sting pour tout simplement faire monter sa hype dans le match des icônes contre Triple H, la WCW contre la WWE. Sting ne manque pas de rappeler qu'il ne vient pas non plus que défendre la WCW, mais qu'il vient surtout défendre la justice dans le catch, où il explique concrètement que pendant 14 ans, il a vu Triple H arriver au pouvoir par des méthodes plus ou moins saugrenues. La bonne Stephanie McMahon est venue donc défendre son mari et a voulu porter une bonne baffe dans la gueule de Sting. Sting l'a bloqué, Triple H est arrivé, ils ont fait du face-off et ça s'est terminé là. Bref, j'attends pas grand chose de ce match, j'ai envie de dire, pour WrestleMania 31. Sting était indéniablement une véritable légende du catch dans les années 90. Les affrontements avec Ric Flair, avec Vader au début des années 90 à la WCW sont mémorables. Maintenant, tout le monde sait que son passage TNA l'a beaucoup fait ralentir, il a vieilli. Mais maintenant, Triple H est hyper smart dans le ring, ils peuvent raconter une histoire super intéressante avec la batte, avec le sledgehammer. Bref, j'attends pas grand chose de ce match, mais ce serait quand même super cool d'arriver sur un affrontement assez épique avec les caméras de la WWE qui vont nous filmer des bons plans, des visages, des trucs. Bref, ça peut être très bien. Mon pronostic pour le match de WrestleMania, je dirais, allez, je me jette à l'eau, je dirais Sting, comme ça sera beau, il y aura des cotillons, ça sera la fête. Pour ne pas en terminer là, j'espère que Sting gardera un rôle au courant de l'année à venir au sein de la WWE, ça peut toujours être bien, même si bon, allez, il faut le faire une fois, Sting à la WWE, c'est génial, c'est épique, c'est la première fois que ça arrive, bref, passons à la suite. Le premier match qui a vu ouvrir ce Monday Night Raw est un R-Truth Dean Ambrose contre Luke Harper et Stardust, un match toujours pour construire la hype autour du 7-man ladder match. Oui, mais désormais ils sont 7, ça a été officialisé. 7 hommes qui s'affronteront donc dans un combat de l'échelle à WrestleMania pour le titre intercontinental détenu tant bien que mal par Bad News Barrett. I'm afraid I got some bad news for you. Un match qui était assez cool, un match assez fun avec un R-Truth, un Dean Ambrose qui ont sorti leurs trademarks habituels. Luke Harper est totalement déjanté comme d'habitude. Stardust fait un petit peu bouche-trou dans l'affaire et Bad News Barrett au commentaire était à mourir de rire. Bad News Barrett qui s'enfuit après le match, remporté par R-Truth Dean Ambrose. Ouais, bon, bref, c'est du filler basique pour pouvoir construire le match de WrestleMania. Un match assez cool, assez bien, c'était pour Raw, c'est très bien. Je vais revenir un petit peu après puisqu'il y aura un Daniel Bryan Dolph Ziggler pour vous donner ma prédiction pour le ladder match et on passe à la suite. Après quelques petits segments backstage, on était de retour avec Bill Simmons qui était au commentaire donc pour le match suivant. Bill Simmons, vous irez voir sa bio, c'est un mec d'ESPN qui commente du sport habituellement et je pense qu'ils n'ont pas voulu lui faire d'entrée particulière puisque JBL l'a clashé, le mec était arrivé en tenue totalement décontractée alors que moi je m'attendais à voir au moins Bill Simmons bien en coaster comme sur ESPN. Mais non, il était trop à la cool donc il s'est fait bâcher, il est arrivé directement à la table des commentateurs, c'était assez rigolo. Le match suivant est un filler pour la bataille royale d'André le Géant. Oui, dédicace à André le Géant, vive Grenoble, vive la France. Un match par équipe avec d'un côté The Miz, Damien Sandow, Adam Rose, The Ascension qui était opposé aux Prime Time Players, Titus O'Neil, Darren Young, Eric Rowan, Ryback et incroyable, et Zack Ryder qui a eu du temps d'antenne, incroyable, c'est totalement épique, mais en même temps il sera dans la bataille royale de André le Géant. Le match est juste
toujours du spot assez rapide, c'est un petit match, un petit filler assez sympathique. Pour une fois, ils se sont pas chiés dessus en donnant à peu près 3-4 minutes au match, c'était pas trop mal. Ce qui était intéressant, c'était comme d'habitude de voir la confrontation entre Damien Sandow et The Miz arriver à son paroxysme pour, je pense, exploser à WrestleMania. Mes prédictions pour la Battle Royale d'André le Géant, je ne sais pas. La logique voudrait que ce soit Ryback afin de lui consolider, je veux dire, son personnage pour l'année à venir, si la WWE souhaite toujours en faire quelque chose. Maintenant voilà, ce serait fun de voir quelqu'un sortir totalement du chapeau. Je vous rappelle, les participants dans la Battle Royale, puis non, je vous les rappelle pas, vous irez sur internet, je vais pas vous citer les, les dizaines de mecs qui vont être dedans. C'est un peu le match bouche-trou pour mettre un petit peu tout le monde, et vu que l'année dernière, Cesaro, on est sorti vainqueur, et il y a eu une carrière totalement, enfin une année principalement d'obesque qui a suivi. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire. Après, ça peut être toujours sympa de construire ça autour de Miz et Sando. À voir. J'aimerais au moins une ou deux petites surprises dans cette bataille royale, ça pourrait toujours être sympa. Allez, s'il faut donner un vainqueur, allez, hop, je me lance, rien à foutre, Zack Ryder. On se retrouve pour le match suivant où Booker T a annoncé, suite à un vote qui devait déterminer l'adversaire de Randy Orton pour le match suivant, les gens ont voté, ils avaient le choix entre Kane, le Big Show et Seth Rollins accompagné de JJ Security. Bon, forcément, avec 77% des votes, Tyler Rollins et JJ Security remportent la donne. On se retrouve dans un handicap match avec Randy Orton opposé donc à tous les gaillards de l'autorité, toujours pour construire la feud avec Seth Rollins. Il serait bon quand même de faire monter Rollins au sommet. Un match, ouais, bien, ça reste du filler. Ce qui m'a cassé les couilles, c'est que Michael Cole, pendant sans arrêt, a répété dans ce match, enfin, Randy Orton va pouvoir mettre la main sur le collet de Seth Rollins, alors que 2 semaines auparavant, Raw s'est terminé sur un total beatdown de Seth Rollins par Randy Orton, qui l'avait totalement passé à tabac. Michael Cole, tu es vraiment un connard. Le match, rien de particulier. JJ Security sont toujours aussi drôles. Randy Orton l'emporte avec un RKO. Bref, toujours un filler pour le match à WrestleMania. Je sais même pas si ce match a été annoncé au final ou pas. Oui, je pense qu'il a été annoncé. Parce qu'on n'a même pas eu de vignette, on n'a rien du tout. Pour cette Rollins, Randy Orton, j'espère que Rollins gagnera ce match pour pouvoir le faire monter. On est en train d'inverser les rôles, c'est Rollins désormais qui est devenu le Legend Killer. Passer sur Orton va faire le job et faire monter Rollins au sommet. Il a la mallette, il cachera probablement le lendemain à Raw. Bref, c'est un match qui peut s'annoncer très cool, qui peut peut-être voler le show de WrestleMania. J'en attends peut-être beaucoup. Tout dépend après de ce qu'Orton, de comment Orton s'impliquera dans le combat. Seth Rollins, je sais qu'il sera au top. À voir, ça va être toujours chouette, et puis c'est le bon point culminant d'une feud et de toute l'histoire avec The Authority. Bref, on passe à la suite. Après quelques petits détours backstage où on a revu les Divas préparer leur combat, un rétro clip sur comment il s'appelle, John Cena pardon, et Rusev, on a un match de championnat entre les Divas, entre Paige et Nikki Bella. Alors comme beaucoup, pendant le match des Divas, je fais autre chose, je vais pisser et là je joue à Candy Crush, mais je me suis rendu compte du coup que le match était un peu long par rapport à d'habitude où ça dure 3 minutes et tout le monde s'en fout. Alors le match là a duré un petit peu plus longtemps, j'ai l'impression que les bookers de la WWE ont donné une chance aux Divas. Je sais pas si c'est lié au mouvement Twitter qui était paru les précédentes semaines. Nikki Bella finalement l'emporte après une discorde entre Edge Lee et Paige, avec un coup de coude involontaire mal placé dans la gueule de Paige par Edge Lee. Ça sèmera la zizanie pour leur match et ça permettra de builder quelque chose de, je pense, potable pour WrestleMania. J'espère qu'elles se chieront pas dessus parce que derrière, je pense que les nanas de NXT mettent une pression monumentale sur leur style de catch, sur tout ça. Est-ce que la WWE leur donnera du temps à WrestleMania ou est-ce que ce sera juste un filler de 2 minutes histoire de voir un plan nichon, un plan cul sur le ring? Malheureusement, c'est ça le catch, j'ai envie de dire, pour reprendre la phrase. Mais j'y prête pas forcément beaucoup d'attention. Si je veux voir du catch féminin, je vais plutôt me porter vers le Japon, vers peut-être quelques structures indie en Angleterre ou aux États-Unis, mais probablement pas la WWE, où au final, j'ai pas l'impression que les catcheuses sont bonnes. Elles sont là pour être bonnes. Voilà. Ça, c'est de la conclusion totalement géniale. On passe à la suite. Ah oui, et pour la prédiction pour WrestleMania, j'en ai rien à foutre. Allez, on va dire les Bellas.
Le segment suivant était totalement magique. Snoop Dogg était dans le ring. Snoop Dogg était dans le ring, invité donc de ce Raw un peu particulier. Et quand Snoop Doggy Dogg, qu'est-ce qu'on attend? On est bien, on est chaud, on est frais. Il est interrompu. Bon, il fait une petite promo pour mettre over WrestleMania et il est interrompu par ce bon vieux Curtis Axel avec toute sa déferlante internet. Axelmania, c'est totalement génial. Il y a un échange verbal entre les deux qui est juste super fandard où Curtis Axel arrive devant devant Snoop Dogg et je me marre encore avec son bawawa yippee-yo yippee-yé, Axelmania is here to stay. C'était super drôle et là, surprise géniale, Hulk Hogan débarque. Hulk Hogan qui reprend les phrases de Snoop Dogg avec du drop it like it's hot. C'est super fandard et puis finalement Snoop Dogg et Hulk Hogan foutent une raclée à Curtis Axel qui est projeté à l'extérieur du ring. Ils font des pauses à la fin. Enfin, Snoop Dogg, c'était hyper drôle à voir, hein, je vous le conseille. Snoop Dogg qui fait les pauses avec Hulk Hogan, mais qui sait pas les faire du tout. Il confond les trucs et tout. Il est pas dans le même rythme et dans le même sens qu'Hogan. Bref, je pense qu'il avait bien fumé avant. Il était totalement frappadingue. Les commentateurs sont pliés, la foule est contente. Bref, ça c'est ce que j'aime dans la WWE. C'est l'héritage en fait de WrestleMania. Hein, c'est d'entremêler du catch avec des célébrités, bref c'est comme ça que WrestleMania s'est créé. J'ai trouvé ce segment hyper sympa, ça me met de bonne humeur en pensant qu'à WrestleMania on aura ce genre de petits moments qu'on retrouvera backstage, peut-être sur le ring, j'en sais rien, mais ça fait toujours plaisir et puis c'est cool pour Curtis Axel de participer, même si au final il passe pour un con, de participer à ce genre de truc pour prouver que la WWE n'oublie personne, et surtout pas un mec comme Curtis Axel qui a beaucoup donné backstage, aux entraînements, etc. Bref, c'était sympa. Allez, on passe à la suite. Après une petite pause commerciale, on s'est retrouvé avec un match par équipe avec Tyson Kidd et Cesaro contre Los Matadores. Ah oui, puis du côté de Cesaro et Kidd, ils avaient Natalia, et du côté des Matadors, ils avaient Torito. Bref, ce qui a fait un tollé sur internet, le match qu'ils ont appelé le match pas intergender, mais interespèce. Voilà. C'est rien de plus dégradant, je pense, d'appeler un combat de catch un match interespèce. Bref, match de catch totalement basique avec toujours la mini-hit entre Natalia et Tyson Kidd qui alimentait au fur et à mesure des épisodes de Total Divas. Match bidon, hein. Cesaro est toujours bon dans le peu de choses qu'il doit faire dans le ring. Tyson Kidd est aussi bon. Enfin bref, les Usos étaient aux commentaires donc pour vanner bien sûr leurs adversaires. Au final, Torito l'emporte sur Nathalie Neidhart. C'est un match sympa et au final rien de trop dégradant pour les catcheurs. Enfin, Cesaro est pas passé pour un con contre Torito. Ça s'est terminé comme ça. Bref, c'est dommage d'avoir autant de talent foutu dans le kick-off de WrestleMania, alors que j'aurais préféré qu'ils y foutent la bataille royale d'André le Géant, histoire que tout le monde soit là et mettre un petit peu plus en lumière les Usos qui ont une super année, même si apparemment l'un des deux est blessé, donc je pense pas qu'il pourra assurer un super spectacle à WrestleMania. Un mec comme Cesaro également, c'est tellement con de s'en priver ou de pas l'avoir inclus dans le ladder match. Tyson Kidd, je suis content pour lui parce que lui revient de loin et son exposition avec Cesaro va lui faire du bien. Les Matadores, on s'en fout, et je sais plus qui était la dernière équipe, je sais plus si les Primetime Players ou The Ascension, bref, on s'en branle. Pour WrestleMania, je dirais que Tyson Kidd et Cesaro maintiennent le titre par équipe et qu'ils offrent un match de 6-7 minutes correct, potable, avec du spot dans tous les sens, il y a du monde, ça devrait divertir la foule. Avant le prochain match, petit segment backstage un petit peu random avec Kane et Bad News Barrett. Kane qui demande à Bad News Barrett de lui rendre, c'est un ordre, le titre de champion intercontinental pour pouvoir l'exposer au-dessus du ring en vue de la bataille royale, du match de l'échelle de WrestleMania 31. C'est un petit segment marrant qui me rappelle que Barrett est quand même un mec hyper à l'aise au micro, avec quand même un super bon gimmick, un super bon caractère. Et le segment qui se termine avec It's my bloody title est tellement british et tellement anglais, ça m'a tellement fait marrer. J'attends quand même pas mal de Barrett pour le match de WrestleMania. Mais bon, soit, on passe au match suivant, en fait, qui est un match entre Swagger et Rusev. Jack Swagger est encore vivant, je vous rassure. C'est bien, ils ont donné un peu plus de temps à Swagger pour pas trop le décrédibiliser, puisque Rusev a pour habitude de squasher les mecs en 1 minute et on n'en parle plus. Là, c'était
sans être génial, c'était correct. Avec la victoire de Rousseff, hein, bien entendu, hein, qui fout le bon vieux Swagger dans la collade. Le public était totalement dégoûté de pas voir Lana, mais bon, comme vous le savez, Lana était pas là, hein, elle est en plein tournage. Pas de film porno, je vous rassure. John Cena, bien entendu, est arrivé à la fin pour pouvoir tout simplement continuer la hype de son super combat, l'Amérique contre la Russie, le match équipe, Rocky Balboa, tout le Bataclan. Ce qui était super chouette, c'était que Rousseff est sorti grand de ce segment, de ce spot, en laissant un John Cena totalement inconscient sur la table des commentateurs après lui avoir porté l'accolade. Encore une fois, c'est cool parce que j'attends pas mal de ce match. C'est chouette d'avoir rétrogradé John Cena pour pouvoir mettre over les talents. Maintenant, j'espère qu'ils vont pas se chier dessus et qu'ils vont laisser le titre à Rousseff pour pouvoir continuer et faire prospérer donc justement la chose. Quoique après, la raison m'appelle à penser que John Cena remportera le match pour pouvoir permettre à Rousseff de monter sur des trucs un peu plus grands, probablement pour feuder avec Roman Reigns en début d'année prochaine. J'espère qu'ils ne vont pas, comme on dit, drop the ball avec Rousseff, parce que lui donner autant d'exposition, autant d'overness, j'espère que ça lui servira pour une carrière longue et prospère à la WWE, et pas pour un one-shot, une fois que tu auras terminé ton truc, ok bye bye. L'association avec Lana est super cool en plus. J'espère que Lana sera à WrestleMania d'ailleurs. Bref, ça peut être un match super bien. Leur précédent affrontement à No Way Out enfin pas à No Way Out, à Fastlane, pardon, était plutôt chouette. Bref, allez, Rousseff, mon cœur me dit Rousseff et la raison me dit John Cena pour WrestleMania. Vous en faites ce que vous voulez. Le segment suivant est avec le bon vieux Bray Wyatt qui vient continuer la hype de son match contre l'Undertaker dans un segment plutôt chouette, toujours un peu sur les clichés avec la lumière noire, les éclairs, ce genre de choses là, avec toujours un texte très bien récité, très bien compté par l'ami Bray Wyatt. Pas d'apparition de l'Undertaker, ça c'est pour moi une très bonne chose de réserver l'apparition de l'Undertaker à WrestleMania uniquement et de ne pas le faire revenir avant pour pouvoir hyper les choses. Je pense qu'il y a suffisamment de hype autour de WrestleMania pour pouvoir garder l'Undertaker au frais et le ressortir à WrestleMania même, avec le match du mal contre le mal, celle-là c'est le cas de le dire, l'affrontement pour déterminer le véritable visage de la peur à la WWE, le match du passage de flambeau entre l'Undertaker, 20 ans de terreur, 20 ans de règne totalement absolu maîtrisé, que dis-je, 20 ans, 25 ans, que l'Undertaker est désormais le visage de la peur à la WWE, le visage emblématique, et malgré que la streak ait été brisée, c'est super intelligent d'avoir monté ce match à ce moment précis de WrestleMania, où t'as Bray Wyatt d'un côté qui a eu une année en demi-teinte à la WWE, quand sa feud avec John Cena s'est terminée, la feud avec Dean Ambrose était chouette, sans non plus casser des briques. Son élimination à WrestleMania, au Royal Rumble m'avait beaucoup déçu, surtout de la manière dont ça s'était fait à l'époque. Pour ma prédiction, mon pronostic pour le match, je sais pas trop. Est-ce que c'est une bonne idée de faire gagner l'Undertaker pour pouvoir le monter en flèche pour le WrestleMania suivant, où il prendra probablement sa retraite puisque ça se passera au Texas, ou est-ce que c'est une bonne idée de donner donc justement le flambeau là définitivement à Bray Wyatt pour pourquoi pas les faire se affronter au WrestleMania suivant, faire une revanche, ou donner la victoire à l'Undertaker pour qu'il puisse prendre dignement la retraite totalement méritée qu'il a. Je sais pas, j'ai envie de dire Bray Wyatt, histoire de pas l'enfermer, de lui réserver une super année pour la saison à venir de 2015-2016. L'Undertaker, de toute façon, a perdu sa streak. Ça ne sert pour moi plus à rien de le faire gagner à WrestleMania. C'est le moment de mettre over donc justement les jeunes talents, et c'est ce que la WWE va bien faire en répondant comme ça au shoot qu'ils se sont pris avec la victoire de Lesnar. Ça va être un match super cool, hein. Tout le monde attend le moment où Bray Wyatt nous fera son pont là et marchera à la manière de la gamine dans l'exorciste vers l'Undertaker, et que l'Undertaker se relèvera, reviendra d'outre-tombe, et qu'ils feront un super face-to-face à l'endroit, à l'envers, enfin bref, tout le monde l'a en tête ce plan-là, les photographes vont s'en donner à cœur joie, bref, j'attends ce match.
Ça va être cool et j'espère qu'on va pas se chier dessus, que l'Undertaker sera suffisamment en bonne condition physique parce que Bray Wyatt en face ça envoie du lourd pour nous faire un match totalement épique. Allez, mon pronostic Bray Wyatt. Avant de passer au match suivant, une super nouvelle, Kevin Nash est enfin introduit au Hall of Fame cette année pour 2015. Il va clôturer donc un super panel qui nous sera présenté donc samedi soir sur le WWE Network pour seulement $9.99 par mois, avec un super clip de présentation de Kevin Nash pour nous rappeler qu'il a été un élément hyper important, un facteur hyper important dans les années 90 au niveau de l'attitude era, le plus long champion de la WWE dans les années 90, sa défection à la WCW où il avait créé avec Scott Hall et Hulk Hogan la NWO, bref, il a été un élément important qui a révolutionné le business à l'heure actuelle. Pour moi, c'était évident que Kevin Nash allait finir au Hall of Fame, surtout par rapport aux relations aussi qu'il a avec la WWE, qui, malgré quelques petites discords sur certains points et quelques trucs backstage, est un mec quand même hyper influent. Une bonne chose, et on débouche sur le match suivant, qui est le rematch entre Dolph Ziggler et Daniel Bryan. Rematch de SmackDown qui était un super bon match qui avait vu la victoire de Dolph Ziggler clean sur Daniel Bryan. Là la particularité c'était que le WWE Universe pouvait voter donc du coup pour l'arbitre spécial du match. Sans grande surprise, c'est Dean Ambrose qui a remporté le toss puisque c'est forcément le mec le plus over, même si j'aurais totalement kiffé voir Luke Harper avec un maillot d'arbitre avec ses mimiques. Mais bref, on s'est retrouvé donc du coup avec un match encore une fois vraiment super bon, malgré que Dean Ambrose soit un arbitre totalement pourra, va compter super trop vite ou va pas être en place au bon moment pour aller faire les tombées. Mais bon, bref, ça fait partie du jeu. Encore une fois, donc Dean Ambrose, Dolph Ziggler remporte le match clean sur Daniel Bryan, qui aura donc jobé deux shows d'affilée. Et puis, comme on s'y attendait, tous les participants à ce Epic Ladder match sont arrivés. C'est parti en couille, c'est parti en branle. Et là, quand t'avais tout le monde dans le ring et que c'était la cohue générale, on a eu donc très brièvement un aperçu pour faire teaser les mecs qui montent à l'échelle. Et soudain, non, je vous rassure, c'est un epic troll, c'est pas arrivé, ça aurait été tellement bien, ça aurait été tellement bien de voir débarquer Chris Jericho à ce moment-là, mais non, ça c'était l'utopie totale de Sturie pour vous faire un petit peu rager, au moins comme ça fait 20 minutes que vous écoutez ce podcast, au moins vous aurez entendu un truc drôle. Bref, j'attends pas grand chose en fait de ce ladder match à part me faire être diverti et peut-être voir un spot fest bien mené avec des mecs intelligents dans le ring. Ils ont bien choisi leurs participants ce coup-ci, donc on devrait forcément pas être déçus. Maintenant, est-ce qu'ils vont donner suffisamment de temps au match? Est-ce que les mecs vont rester quand même, je vais dire, safe en sécurité, parce que c'est WrestleMania, j'ai toujours peur qu'il y ait des conneries, il y ait de graves blessures dans ce genre d'affrontement-là, surtout que c'est des mecs importants, je vais dire, pour l'avenir de la WWE, qui peuvent encore apporter pas mal de trucs. Si je devais donner un pronostic, quitte à décevoir certains, je vais balancer Bad News Barrett. Tout simplement parce que ce mec-là, sans le titre intercontinental, j'ai l'impression que il passera jamais au cran supérieur du main event, malheureusement. Il est arrivé trop tôt main event quand il a démarré sa carrière avec la Nexus et ce genre et tous les angles autour de ça. Le titre intercontinental lui a donné beaucoup de bien. Il a fait des affrontements en un contre un totalement géniaux, notamment les années précédentes contre The Miz, c'était chouette, contre Ziggler, c'était chouette. Et malheureusement, ces blessures l'écartant trop longtemps du main event, trop longtemps de la scène, pour moi, elles vont le cantonner au mid-card, et le meilleur moyen de le maintenir au mid-card, c'est pour moi de lui laisser ce titre intercontinental, au moins encore quelques mois, histoire de teaser d'autres nouveaux mecs qui arriveront petit à petit, notamment aux gars de la NXT, si d'autres doivent arriver au courant de la saison prochaine. Daniel Bryan n'a pas besoin de ça, Dolph Ziggler, pour moi, n'a pas besoin du titre intercontinental non plus. Ambrose, vous avez envie de me dire, mais Ambrose doit tellement plus être dans le main event que dans la mid-card avec un titre intercontinental. Stardust, ouais, même si j'adore Cody Rhodes, au final, on s'en fout un peu. R-Truth, tant mieux pour là qu'il est là, mais comme vous le savez, la trousse, je le déteste, donc je sais qu'il pourra apporter un ou deux spots sympas dans le match, et basta. Et Luke Harper, pour moi, est aussi un mec qui
malheureusement est cantonné dans le mid-card alors qu'il a un talent monumental pour pouvoir assurer des matchs plus longs, mainstream, main event. Peut-être Luke Harper, même si Luke Harper j'y crois pas du tout, mais pour moi Bad News Barrett c'est le choix le plus intelligent pour ce match. En tout cas, voilà, je sais que toute la communauté Smart attend énormément de ce match. J'aimerais en fait que l'attention en fait de WrestleMania se porte pas uniquement que sur ce combat-là, même s'il a la capacité de voler le show, mais qu'on garde à l'esprit que ça restera donc du spot fest, et tout ce que je souhaite c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Enfin, le dernier segment pour clôturer ce Raw du 23 mars 2015, le face-to-face, Brock Lesnar, Roman Reigns. Comme d'habitude, comme à son habitude, bien sûr, Brock Lesnar arrive accompagné du brillantissime, du génissime, de tout ce que vous voulez, Paul fucking Heyman. Et que dire quand Paul Heyman a le micro, c'est tellement génial, quoi. C'est de l'or en boîte. Je pourrais écouter des promos de Paul Heyman. Le show de Raw, ça pourrait être 3 heures de promo de Paul Heyman. Ce serait génial, et personne prendrait de risque, tout le monde serait en bonne santé. Mais Paul Heyman, c'est tellement chouette en fait de l'avoir dans le ring pour mettre over un Brock Lesnar qui pour moi est tout simplement le monstre absolu de la WWE à l'heure actuelle. Et j'emmerde tous ceux qui diront ouais mais on le voit jamais, ouais mais il défend pas son titre, etc. Mais putain, c'est tellement smart, c'est tellement intelligent d'avoir un champion peu présent pour pouvoir mettre encore plus en avant. Rappelez-vous de cette phrase, c'est une expression qui est connue, ce qui est rare est précieux. Mais alors chaque apparition de Brock Lesnar et de Paul Heyman apporte un bien fou à la WWE, j'en suis convaincu, j'en suis persuadé. Et Paul Heyman se donne corps et âme pour mettre over celui que Internet a totalement rejeté, le bon vieux Roman Reigns. Et que dire après une promo de 5-6 minutes de Paul Heyman pour mettre over le bon Lesnar et hyper ce match. Roman Reigns arrive par la foule. Et alors que bon, on s'attendait à un échange de coups forcément entre les deux afin de monter un clip sérieux. Enfin, je vais être honnête avec vous, j'attendais même l'apparition en fait de toute la famille des Samoa. J'attendais à voir au bord du ring son frère Rosie, je m'attendais à voir Afa, je m'attendais à voir Rikishi, je m'attendais à voir toute la communauté des Samoans pour porter over un dernier coup Roman Reigns, mais non. On s'est viandé total avec ce segment, et c'est Internet qui est en fusion là, à l'heure actuelle où vous allez regarder cette vidéo, ou si vous n'avez pas encore vu Raw, vous comprendrez pourquoi, mais je pense qu'il est plus intelligent de voir Raw avant d'écouter ma vidéo, ou alors allez vous faire enculer. Roman Reigns est pour moi une énigme totale en fait à la WWE. C'est-à-dire que le segment s'est terminé avec Roman Reigns qui s'est juste pointé dans le ring, a arraché les mains le titre de Brock Lesnar, et Brock Lesnar a voulu reprendre son titre, et Raw s'est terminé. Voilà. J'ai pas envie, j'ai pas d'autres mots pour décrire ça. On se serait cru, je sais pas, une hype d'un pay-per-view comme Extreme Rules non, là c'est WrestleMania, le dernier Raw se termine avec un bid total. Les gens étaient dégoûtés, bien entendu, Roman Reigns arrive, tout le monde boue, quelques smarts ont lancé des chants pour Lesnar, et au final, rien. Il n'y a rien, il s'est rien passé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Roman Reigns, enfin. Et pourtant, je vais être honnête avec vous. Depuis, même avant le Royal Rumble, j'avais prédit bien sûr que la WWE, dès SummerSlam, je prédisais déjà l'affrontement entre Reigns et Lesnar en disant que ça allait être la meilleure chose pour pouvoir mettre Reigns over et prendre le titre à Lesnar et construire donc la superstar de demain. Mais merde quoi, j'ai l'impression que même la WWE aujourd'hui il croit plus en Roman Reigns, alors que là il est là, il pouvait pas faire autrement, c'est-à-dire que toute la hype autour de la storyline avec Daniel Bryan pour essayer d'amener Bryan à WrestleMania, on savait que ça allait être du vent et que finalement on allait avoir Roman Reigns contre Brock Lesnar, mais j'ai l'impression que Brock Lesnar est tellement monstrueux comparé à Reigns que la WWE peut-être est en train de se viander, ou alors est-ce qu'il nous prépare le heel turn du siècle, ou alors je sais pas, je suis super curieux en fait, et malheureusement c'est ça qui fait que la WWE aujourd'hui est pour moi la structure number one mondiale, ça fait aucun doute, parce que mine de rien je déteste Roman Reigns, j'ai détesté le Royal Rumble comme beaucoup, et pourtant putain qu'est-ce que j'attends ce match pour être déçu, pour pas être déçu, bref.
quelque part, c'est un peu la conclusion que j'ai envie de dire, c'est ça le catch. Un grand homme a dit un jour, on remplit pas les salles avec des victoires, mais plutôt avec des défaites. Et frustrer les gens est la meilleure manière, je pense, la meilleure manière possible de les voir revenir la semaine suivante. Et beaucoup diront toujours, c'est la dernière fois que je regarde la WWE, je résilie mon abonnement. Et pourtant, la semaine suivante, ils reviennent. Et c'est ça qui fait qu'on est un fan de catch. C'est ça le catch, après tout. Et la WWE nous le prouve, donc justement, avec ce segment totalement... je sais même pas le mot pour le décrire. C'est à la fois c'était pourri, à la fois mais je ne sais pas en fait, je sais pas exactement où la WWE voulait en venir avec ce segment. Que va donner le match ? Le match, je pense, in-ring va être bon, le public va voler le show, ça c'est évident. J'espère juste. Alors, je vais être sincère, je vais donner mon pronostic maintenant. Si Reigns se gagne, forcément, ça va être mal perçu du public. Il va falloir après construire un truc hyper solide avec des adversaires comme Rusev, des adversaires comme Bray Wyatt pour pouvoir maintenir Reigns over. Et si Lesnar gagne, et ça le rend totalement indestructible. Le mec qui battra Lesnar sera donc forcément le mec le plus over. La chose la plus importante, la plus intéressante, ce serait que si Lesnar, d'après les murmures internet, se barre à l'UFC, s'il se barre avec ce titre WWE, et pourquoi pas dropper le titre sans l'avoir perdu, ce serait pour moi la meilleure chose que la WWE pourrait faire. Allez, je vous laisse là-dessus. Donc, mon pronostic, allez, je vais le balancer. Je vais vous annoncer Brock Lesnar. Merci en tout cas d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je sais pas si je reproduirai ça, mais je le ferai probablement pour vous parler de WrestleMania et du Raw après WrestleMania, que je vous cache pas, j'attends toujours plus que WrestleMania désormais. D'autres surprises arrivent, les épisodes sur WWE 2K15 et sur SmackDown Chaturmas vont continuer. J'aurai probablement des invités également prochainement dans les semaines à venir pour faire des interviews de catcheurs qui évoluent dans le circuit en France et ailleurs. En tout cas, merci à tous, c'est ça le catch. Voilà, c'est vraiment le concept du podcast. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé du business, comme je l'avais dit auparavant. Maintenant que je ne suis plus impliqué dans le business, ça me permet de pouvoir parler librement, de faire des choses pour les fans. Et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager mon avis, à débattre avec moi dans la vidéo, sur Facebook, sur Twitter. C'est avec grand plaisir. L'intérêt, c'est de parler de catch. N'oubliez pas, WrestleMania, ça sera dans la nuit donc du 29 au 30 mars. Allez le regarder sur AB1 parce que je sais que Christophe et Philippe font un boulot super et que plus vous serez nombreux à regarder sur AB1, plus la chaîne fera de l'audience et plus elle réservera une place importante au catch. Amusez-vous, c'est la fête du catch cette semaine. Une pensée malgré tout, bien entendu, je vais bien sûr en parler, à Pero Aguayo Jr. qui a perdu la vie sur les rings la semaine dernière. J'étais même un petit peu déçu que la WWE n'en parle pas ou n'en fasse pas une petite remarque lors de Raw. Et j'en parlerai dans tous les cas dans un épisode futur de WWE 2K15. Surveillez ma chaîne. Merci à tous, c'était Stury, c'est ça le catch. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous, c'est Stury, bienvenue pour cet épisode un petit peu particulier de C'est ça le catch, puisque pour la première fois sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir le droit à un petit podcast, une petite review de ce fait de ce Raw du 23 mars 2015, ainsi que mes pronostics pour WrestleMania 31. Alors, cette semaine, c'est la dernière ligne droite, on arrive à WrestleMania 31, c'est la fête du catch, il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. On est à l'effusion, et puis du coup, voilà, c'était l'occasion pour moi de vous faire une petite surprise, on approche les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, de vous parler un petit peu donc de ce Raw que je vais vous commenter, que je vais vous critiquer, que je vais vous reviewer, comme on dit, et également donc de WrestleMania, de donner mes pronostics sur ce WrestleMania qui arrivera dimanche, afin de tout simplement de parler de catch, de fêter le catch, d'honorer le catch. Bref, accrochez votre ceinture, c'est parti, c'est une première. Et
le Monday Night Raw de cette semaine est au Staples Center donc de Los Angeles et le show se voit ouvrir avec l'arrivée de Sting pour tout simplement faire monter sa hype dans le match des icônes contre Triple H, la WCW contre la WWE. Sting ne manque pas de rappeler qu'il ne vient pas non plus que défendre la WCW mais qu'il vient surtout défendre la justice dans le catch, où il explique concrètement que pendant 14 ans il a vu Triple H arriver au pouvoir par des méthodes plus ou moins saugrenues. La bonne Stephanie McMahon est venue donc défendre son mari, a voulu porter une bonne baffe dans la gueule de Sting, Sting l'a bloqué, Triple H est arrivé, ils ont fait du face-off et ça s'est terminé là. Bref, j'attends pas grand chose de ce match, j'ai envie de dire, pour WrestleMania 31. Sting était indéniablement une véritable légende du catch dans les années 90, les affrontements avec Ric Flair, avec Vader au début des années 90 à la WCW sont mémorables. Maintenant, tout le monde sait que son passage TNA l'a beaucoup fait ralentir, il a vieilli, mais maintenant Triple H est hyper smart dans le ring, ils peuvent raconter une histoire super intéressante avec la batte, avec le sledgehammer. Bref, j'attends pas grand chose de ce match, mais ce serait quand même super cool d'arriver sur un affrontement assez épique avec les caméras de la WWE qui vont nous filmer des bons plans, des visages, des trucs. Bref, ça peut être très bien. Mon pronostic pour le match de WrestleMania, je dirais, allez, je me jette à l'eau, je dirais Sting, comme ça sera beau, il y aura des cotillons, ça sera la fête. Pour ne pas en terminer là, j'espère que Sting gardera un rôle au courant de l'année à venir au sein de la WWE, ça peut toujours être bien, même si bon, allez, il faut le faire une fois, Sting à la WWE, c'est génial, c'est épique, c'est la première fois que ça arrive, bref, passons à la suite. Le premier match qui a vu ouvrir ce Monday Night Raw est un R-Truth Dean Ambrose contre Luke Harper et Stardust, un match donc toujours pour construire la hype autour du 7-man ladder match. Oui, mais désormais ils sont 7, ça a été officialisé. 7 hommes qui s'affronteront donc dans un combat de l'échelle à WrestleMania pour le titre intercontinental détenu tant bien que mal par Bad News Barrett. Oh, Fred, I got some bad news for you. Un match qui était assez cool, un match assez fun avec un R-Truth, un Dean Ambrose qui ont sorti leurs trademarks habituels. Luke Harper est totalement déjanté comme d'habitude. Stardust fait un petit peu bouche-trou dans l'affaire et Bad News Barrett au commentaire était à mourir de rire. Bad News Barrett qui s'enfuit après le match, remporté par R-Truth Dean Ambrose. Ouais, bon, bref, c'est du filler basique pour pouvoir construire le match de WrestleMania. Un match assez cool, assez bien, c'était pour Raw, c'est très bien. Je vais revenir un petit peu après puisqu'il y aura un Daniel Bryan Dolph Ziggler pour vous donner ma prédiction pour le ladder match et on passe à la suite. Après quelques petits segments backstage, on était de retour avec Bill Simmons qui était aux commentaires donc pour le match suivant. Bill Simmons, vous irez voir sa bio, c'est un mec d'ESPN qui commente du sport habituellement et je pense qu'ils n'ont pas voulu lui faire d'entrée particulière puisque JBL l'a clashé, le mec était arrivé en tenue totalement décontractée alors que moi je m'attendais à voir au moins Bill Simmons habillé en coaster comme sur ESPN. Mais non, il était trop à la cool donc il s'est fait bâcher, il est arrivé directement à la table des commentateurs, c'était assez rigolo. Le match suivant est un filler pour la bataille royale d'André le Géant. Oui, dédicace à André le Géant, vive Grenoble, vive la France. Un match par équipe avec d'un côté The Miz, Damien Sandow, Adam Rose, The Ascension qui était opposé aux Primetime Players, Titus O'Neil, Darren Young, Eric Rowan, Ryback et incroyable, et Zack Ryder qui a eu du temps d'antenne, incroyable, c'est totalement épique, mais en même temps il sera dans la bataille royale de André le Géant. Le match est juste toujours du spot assez rapide, c'est un petit match, un petit filler assez sympathique. Pour une fois ils se sont pas chiés dessus en donnant à peu près 3-4 minutes au match, c'était pas trop mal. Ce qui était intéressant c'était comme d'habitude de voir la confrontation entre Damien Sandow et The Miz arriver à son paroxysme pour je pense exploser à WrestleMania. Mes prédictions pour la bataille royale d'André le Géant, je ne sais pas. La logique voudrait que ce soit Ryback afin de lui consolider, je veux dire, son personnage pour l'année à venir, si la WWE souhaite toujours en faire quelque chose. Maintenant voilà, ce serait fun de voir quelqu'un sortir. J'espère que Lana sera à WrestleMania d'ailleurs. Bref, ça peut être un match super bien. Leur précédent affrontement à No Way Out pas à No Way Out, à Fastlane, pardon, était plutôt chouette. Bref, allez, Rusev, mon cœur me dit Rusev et la raison me dit John Cena pour WrestleMania. Vous en faites ce que vous voulez.
Le segment suivant est avec le bon vieux Bray Wyatt qui vient continuer la hype de son match contre l'Undertaker dans un segment plutôt chouette, toujours un peu sur les clichés avec la lumière noire, les éclairs, ce genre de choses là, avec toujours un texte très bien récité, très bien compté par l'ami Bray Wyatt. Pas d'apparition de l'Undertaker, ça c'est pour moi une très bonne chose de réserver l'apparition de l'Undertaker à WrestleMania uniquement et de ne pas le faire revenir avant pour pouvoir hyper les choses. Je pense qu'il y a suffisamment de hype autour de WrestleMania pour pouvoir garder l'Undertaker au frais et le ressortir à WrestleMania même, avec le match du mal contre le mal, celle-là c'est le cas de le dire, le visage, l'affrontement pour déterminer le véritable visage de la peur à la WWE, le match du passage de flambeau entre l'Undertaker, 20 ans de terreur, 20 ans de règne totalement absolu maîtrisé, que dis-je, 20 ans, 25 ans, que l'Undertaker est désormais le visage de la peur à la WWE, le visage emblématique, et malgré que la streak ait été brisée, c'est super intelligent d'avoir monté ce match à ce moment précis de WrestleMania où t'as Bray Wyatt d'un côté qui a eu une année en demi-teinte à la WWE quand sa feud avec John Cena s'est terminée, la feud avec Dean Ambrose était chouette sans non plus casser des briques. Son élimination à WrestleMania, au Royal Rumble m'avait beaucoup déçu, surtout de la manière dont ça s'était fait à l'époque. Pour ma prédiction, mon pronostic pour le match, je sais pas trop. Est-ce que c'est une bonne idée de faire gagner l'Undertaker pour pouvoir le monter en flèche pour le WrestleMania suivant où il prendra probablement sa retraite puisque ça se passera au Texas, ou est-ce que c'est une bonne idée de donner donc justement le flambeau là définitivement à Bray Wyatt pour pourquoi pas les faire se réaffronter au WrestleMania suivant, faire une revanche ou donner la victoire à l'Undertaker pour qu'il puisse prendre dignement la retraite totalement méritée qu'il a. Je sais pas, j'ai envie de dire Bray Wyatt histoire de pas l'enfermer, de lui réserver une super année pour la saison à venir de 2015-2016. L'Undertaker, de toute façon, a perdu sa streak. Ça ne sert pour moi plus à rien de le faire gagner à WrestleMania. C'est le moment de mettre over donc justement les jeunes talents et c'est ce que la WWE va bien faire en répondant comme ça au shoot qu'ils se sont pris avec la victoire de Lesnar. Ça va être un match super cool, hein. Tout le monde attend le moment où Bray Wyatt nous fera son pont là et marchera à la manière de la gamine dans l'Exorciste vers l'Undertaker et que l'Undertaker se relèvera, reviendra d'outre-tombe et qu'ils feront un super face-to-face à l'endroit, à l'envers, enfin bref, tout le monde l'a en tête ce plan-là, les photographes vont s'en donner à cœur joie, bref, j'attends ce match, ça va être cool et j'espère qu'on va pas se chier dessus, que l'Undertaker sera suffisamment en bonne condition physique parce que Bray Wyatt en fait ça envoie du lourd pour nous faire un match totalement épique. Allez, mon pronostic Bray Wyatt. Avant de passer au match suivant, une super nouvelle, Kevin Nash est enfin introduit au Hall of Fame cette année pour 2015. Il va clôturer donc un super panel qui nous sera présenté donc samedi soir sur le WWE Network pour seulement $9.99 par mois, avec un super clip de présentation de Kevin Nash pour nous rappeler qu'il a été un élément hyper important, un facteur hyper important dans les années 90 au niveau de l'Attitude Era, le plus long champion de la WWE dans les années 90, sa défection à la WCW où il avait créé avec Scott Hall et Hulk Hogan la NWO, bref, il a été un élément important qui a révolutionné le business à l'heure actuelle. Pour moi, c'était évident que Kevin Nash allait finir au Hall of Fame, surtout par rapport aux relations aussi qu'il a avec la WWE, hein, qui, malgré quelques petites discords sur certains points et puis quelques trucs backstage, est un mec quand même hyper influent. Une bonne chose, et on débouche sur le match suivant, qui est le rematch entre Dolph Ziggler et Daniel Bryan. Rematch de SmackDown qui était un super bon match qui avait vu la victoire de Dolph Ziggler clean sur Daniel Bryan. Là la particularité c'était que le WWE Universe pouvait voter donc du coup pour l'arbitre spécial du match. Sans grande surprise c'est Dean Ambrose qui a remporté le toss puisque c'est forcément le mec le plus over, même si j'aurais totalement kiffé voir Luke Harper avec un maillot d'arbitre avec ses mimiques, mais bref, on s'est retrouvé donc du coup avec un match encore une fois vraiment super bon, malgré que Dean Ambrose soit un arbitre totalement pourra, va compter super trop vite ou va pas être en place au bon moment pour aller faire les tombées, mais bon bref ça fait partie du jeu.
encore une fois, donc Dean Ambrose, pardon, Dolph Ziggler remporte le match clean sur Daniel Bryan, qui aura donc jobé deux shows d'affilée. Et puis comme on s'y attendait, tous les participants à ce Epic Ladder match sont arrivés. C'est parti en couille, c'est parti en branle. Et là, quand t'avais tout le monde dans le ring et que c'était la cohue générale, on a eu donc très brièvement un aperçu pour faire teaser les mecs qui montent à l'échelle. Et soudain... Non, je vous rassure, c'est un epic troll, c'est pas arrivé, ça aurait été tellement bien, hein. Ça aurait été tellement bien de voir débarquer Chris Jericho à ce moment-là, mais non, ça c'était l'utopie totale de Sturie pour vous faire un petit peu rager, au moins comme ça fait 20 minutes que vous écoutez ce podcast, au moins vous aurez entendu un truc drôle. Bref, j'attends pas grand chose en fait de ce ladder match à part me faire être diverti et peut-être voir un spot fest bien mené avec des mecs intelligents dans le ring. Ils ont bien choisi leurs participants ce coup-ci, donc on devrait forcément pas être déçus. Maintenant, est-ce qu'ils vont donner suffisamment de temps au match? Est-ce que les mecs vont rester quand même, je veux dire, safe, en sécurité, puisque c'est WrestleMania, j'ai toujours peur que il y ait des conneries, il y ait de graves blessures dans ce genre d'affrontement-là, surtout que c'est des mecs importants, je veux dire, pour l'avenir de la WWE, qui peuvent encore apporter pas mal de trucs. Si je devais donner un pronostic, quitte à décevoir certains, je vais balancer Bad News Barrett. Tout simplement parce que ce mec-là, sans le titre intercontinental, j'ai l'impression que il passera jamais au cran supérieur du main event. Malheureusement, enfin, il est arrivé trop tôt main event quand il a démarré sa carrière avec la Nexus et ce genre et tous les angles autour de ça. Le titre intercontinental lui a donné beaucoup de bien. Il a fait des affrontements en 1 contre 1 totalement géniaux, notamment les années précédentes contre The Miz, c'était chouette, contre Ziggler, c'était chouette. Et malheureusement, ces blessures l'écartant trop longtemps du main event, enfin trop longtemps de la scène, pour moi vont le cantonner au mid-card, et le meilleur moyen de le maintenir au mid-card, c'est pour moi de lui laisser ce titre intercontinental, au moins encore quelques mois, histoire de teaser d'autres nouveaux mecs qui arriveront petit à petit, notamment aux gars de la NXT, si d'autres doivent arriver au courant de la saison prochaine. Daniel Bryan n'a pas besoin de ça, Dolph Ziggler pour moi n'a pas besoin du titre intercontinental non plus. Ambrose, vous avez envie de me dire, mais Ambrose doit tellement plus être dans le main event que dans la mid-card avec un titre intercontinental. Stardust, ouais, même si j'adore Cody Rhodes, au final, on s'en fout un peu. R-Truth, tant mieux pour là qu'il est là, mais comme vous le savez, la trousse, je le déteste, donc je sais qu'il pourra apporter 1 ou 2 spots sympas dans le match, et basta. Et Luke Harper, pour moi, est aussi un mec qui, malheureusement, est cantonné dans le mid-card alors qu'il a un talent monumental pour pouvoir assurer des matchs plus longs, mainstream, main event. Peut-être Luke Harper, même si Luke Harper, j'y crois pas du tout. Mais pour moi, Bad News Barrett, c'est le choix le plus intelligent pour ce match. En tout cas, voilà, je sais que toute la communauté Smart attend énormément de ce match. J'aimerais en fait que l'attention en fait de WrestleMania se porte pas uniquement que sur ce combat-là, même s'il a la capacité de voler le show. Mais qu'on garde à l'esprit que ça restera donc du spot fest, et tout ce que je souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de blessés. Enfin, le dernier segment pour clôturer ce Raw du 23 mars 2015, le face-to-face, Brock Lesnar, Roman Reigns. Comme d'habitude, comme à son habitude, bien sûr, Brock Lesnar arrive accompagné du brillantissime, du génissime, de tout ce que vous voulez, Paul fucking Heyman. Et que dire, quand Paul Heyman a le micro, c'est tellement génial, quoi. C'est de l'or en boîte. Je pourrais écouter des promos de Paul Heyman. Le show de Raw, ça pourrait être 3 heures de promo de Paul Heyman. Ce serait génial, et personne ne prendrait de risque, tout le monde serait en bonne santé. Mais Paul Heyman, c'est tellement chouette en fait de l'avoir dans le ring pour mettre over un Brock Lesnar qui pour moi est tout simplement le monstre absolu de la WWE à l'heure actuelle, et j'emmerde tous ceux qui diront ouais mais on le voit jamais, ouais mais il défend pas son titre, etc. Mais putain, c'est tellement smart, c'est tellement intelligent d'avoir un champion peu présent
pour pouvoir mettre encore plus en avant. Rappelez-vous de cette phrase, c'est une expression qui est connue, ce qui est rare est précieux, mais alors chaque apparition de Brock Lesnar et de Paul Heyman apporte un bien fou à la WWE, j'en suis convaincu, j'en suis persuadé, et Paul Heyman se donne corps et âme pour mettre over celui que Internet a totalement rejeté, le bon vieux Roman Reigns. Et que dire après une promo de 5-6 minutes de Paul Heyman pour mettre over le bon Lesnar et hyper ce match. Roman Reigns arrive par la foule. Et alors que bon, on s'attendait à un échange de coups forcément entre les deux afin de monter un clip sérieux. Et enfin, je vais être honnête avec vous, j'attendais même l'apparition en fait de toute la famille des Samoa. J'attendais à voir au bord du ring son frère Rosie, je m'attendais à voir Afa, je m'attendais à voir Rikishi, je m'attendais à voir toute la communauté des Samoans tire totalement du chapeau. Je vous rappelle les participants dans la bataille royale. Puis non, je vous les rappelle pas, vous irez sur internet. Je vais pas vous citer les les dizaines de mecs qui vont être dedans. C'est un peu le match bouche-trou pour mettre un petit peu tout le monde. Et vu que l'année dernière, Cesaro, on est sorti vainqueur et il y a eu une carrière totalement, enfin une année principalement d'obesque qui a suivi. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire. Après, ça peut être toujours sympa de construire ça autour de Miz et Sando. À voir. J'aimerais au moins une ou deux petites surprises dans cette bataille royale, ça pourrait toujours être sympa. Allez, s'il faut donner un vainqueur, allez, hop, je me lance, rien à foutre, Zack Ryder. On se retrouve pour le match suivant où Booker T a annoncé, suite à un vote qui devait déterminer l'adversaire de Randy Orton pour le match suivant, les gens ont voté, ils avaient le choix entre Kane, le Big Show et Seth Rollins accompagné de JJ Security. Bon, forcément, avec 77% des votes, Tyler Hollins et JJ Security remportent la donne. On se retrouve dans un handicap match avec Randy Orton opposé donc à tous les gaillards de l'autorité, toujours pour construire la feud avec Seth Rollins. Il serait bon quand même de faire monter Rollins au sommet. Un match, ouais, bien, ça reste du filler. Ce qui m'a cassé les couilles, c'est que Michael Cole, pendant sans arrêt, a répété dans ce match, enfin, Randy Orton va pouvoir mettre la main sur le collet de Seth Rollins, alors que 2 semaines auparavant, Raw s'est terminé sur un total beatdown de Seth Rollins par Randy Orton, qui l'avait totalement passé à tabac. Michael Cole, tu es vraiment un connard. Le match, rien de particulier. JJ Security sont toujours aussi drôles. Randy Orton l'emporte avec un RKO. Bref, toujours un filler pour le match à WrestleMania. Je sais même pas si ce match a été annoncé au final ou pas. Oui, je pense qu'il a été annoncé. Parce qu'on n'a même pas eu de vignette, on n'a rien du tout. Pour cette Rollins Randy Orton, j'espère que Rollins gagnera ce match pour pouvoir le faire monter. On est en train d'inverser les rôles, c'est Rollins désormais qui est devenu le Legend Killer. Passer sur Orton va faire le job et faire monter Rollins au sommet. Il a la mallette, il cachera probablement le lendemain à Raw. Bref, c'est un match qui peut s'annoncer très cool, qui peut peut-être voler le show de WrestleMania. J'en attends peut-être beaucoup. Tout dépend après de ce qu'Orton, de comment Orton s'impliquera dans le combat. Seth Rollins, je sais qu'il sera au top. À voir, ça va être toujours chouette, et puis c'est le bon point culminant d'une feud et de toute l'histoire avec The Authority. Bref, on passe à la suite. Après quelques petits détours backstage où on a revu les divas préparer leur combat, un rétro clip sur comment il s'appelle, John Cena pardon, et Rusev, on a un match de championnat entre les divas, entre Paige et Nikki Bella. Alors comme beaucoup pendant le match des divas, je fais autre chose, je vais pisser et là je joue à Candy Crush, mais je me suis rendu compte du coup que le match était un peu long par rapport à d'habitude où ça dure 3 minutes et tout le monde s'en fout. Alors le match là a duré un petit peu plus longtemps, j'ai l'impression que les bookers de la WWE ont donné une chance aux divas, je sais pas si c'est lié au mouvement Twitter qui était paru les précédentes semaines. Nikki Bella finalement l'emporte après une discorde entre Edge et Paige, avec un coup de coude involontaire mal placé dans la gueule de Paige par Edge. Ça sèmera la zizanie pour leur match et ça permettra de builder quelque chose de, je pense, potable pour WrestleMania. J'espère qu'elles se chieront pas dessus parce que derrière, je pense que les nanas de NXT mettent une pression monumentale sur leur style de catch, sur tout ça. Est-ce que la WWE leur donnera du temps à WrestleMania ou est-ce que ce sera juste un filler de 2 minutes histoire de voir un plan nichon, un plan cul sur le ring? Malheureusement c'est ça le catch, j'ai envie de dire, pour reprendre la phrase, mais j'y prête pas forcément beaucoup d'attention. Si je veux voir du catch féminin, je vais plutôt me porter vers le Japon, vers peut-être quelques structures indie en Angleterre
aux États-Unis, mais probablement pas à la WWE, où au final, j'ai pas l'impression que les catcheuses sont bonnes. Elles sont là pour être bonnes. Voilà. Ça, c'est de la conclusion totalement géniale. On passe à la suite. Ah oui, et pour la prédiction pour WrestleMania, j'en ai rien à foutre. Allez, on va dire les Bellas. Le segment suivant était totalement magique. Snoop Dogg était dans le ring. Snoop Dogg était dans le ring, invité donc de ce Raw un peu particulier. Et quand Snoop Doggy Dogg, qu'est-ce qu'on attend? On est bien, on est chaud, on est frais. Il est interrompu. Bon, il fait une petite promo pour mettre over WrestleMania et il est interrompu par ce bon vieux Curtis Axel avec toute sa déferlante internet. Axelmania, c'est totalement génial. Il y a un échange verbal entre les deux qui est juste super fandard où Curtis Axel arrive devant devant Snoop Dogg et je me marre encore avec son bawawa yippee-yo yippee-yé, Axelmania is here to stay. C'était super drôle et là, surprise géniale, Hulk Hogan débarque. Hulk Hogan qui reprend les phrases de Snoop Dogg avec du drop it like it's hot. C'est super fandard et puis finalement Snoop Dogg et Hulk Hogan foutent une raclée à Curtis Axel qui est projeté à l'extérieur du ring. Ils font des pauses à la fin. Enfin, Snoop Dogg, c'était hyper drôle à voir, je vous le conseille. Snoop Dogg qui fait les pauses avec Hulk Hogan, mais qui sait pas les faire du tout. Il confond les trucs et tout. Il est pas dans le même rythme et dans le même sens qu'Hogan. Bref, je pense qu'il avait bien fumé avant. Il était totalement frappadingue. Les commentateurs sont pliés, la foule est contente. Bref, ça c'est ce que j'aime dans la WWE. C'est l'héritage en fait de WrestleMania. C'est d'entremêler du catch avec des célébrités, et bref, c'est comme ça que WrestleMania s'est créé. J'ai trouvé ce segment hyper sympa. Ça me met de bonne humeur en pensant qu'à WrestleMania on aura ce genre de petits moments qu'on retrouvera backstage, peut-être sur le ring, j'en sais rien, mais ça fait toujours plaisir. Et puis c'est cool pour Curtis Axel de participer, même si au final il passe pour un con, de participer à ce genre de truc pour prouver que la WWE n'oublie personne, et surtout pas un mec comme Curtis Axel qui a beaucoup donné backstage, aux entraînements, etc. Bref, c'était sympa. Allez, on passe à la suite. Après une petite pause commerciale, on s'est retrouvé avec un match par équipe avec Tyson Kidd et Cesaro contre Los Matadores. Ah oui, puis du côté de Cesaro et Kidd, ils avaient Natalia, et du côté des Matadors, ils avaient Torito. Bref, ce qui a fait un tollé sur internet, le match qu'ils ont appelé le match pas intergender, mais interespèce. Voilà. C'est rien de plus dégradant, je pense, d'appeler un combat de catch un match interespèce. Bref, match de catch totalement basique avec toujours la mini-hit entre Natalia et Tyson Kidd qui est alimenté au fur et à mesure des épisodes de Total Divas. Match bidon. Cesaro est toujours bon dans le peu de choses qu'il doit faire dans le ring. Tyson Kidd est aussi bon. Enfin bref, les Usos étaient aux commentaires donc pour vanner bien sûr leurs adversaires. Au final, Torito l'emporte sur Nathalie Neidhart. C'est un match sympa et au final rien de trop dégradant pour les catcheurs. Enfin, Cesaro est pas passé pour un con contre Torito. Ça s'est terminé comme ça. Bref, c'est dommage d'avoir autant de talent foutu dans le kick-off de WrestleMania, alors que j'aurais préféré qu'ils y foutent la bataille royale d'André le Géant, histoire que tout le monde soit là et mettent un petit peu plus en lumière les Usos qui ont une super année, même si apparemment l'un des deux est blessé, donc je pense pas qu'il pourra assurer un super spectacle à WrestleMania. Un mec comme Cesaro également, c'est tellement con de s'en priver ou de pas l'avoir inclus dans le ladder match. Tyson Kidd, je suis content pour lui parce que lui revient de loin et son exposition avec Cesaro va lui faire du bien. Les Matadores, on s'en fout, et je sais plus qui était la dernière équipe, je sais plus si les Primetime Players ou The Ascension, bref, on s'en branle. Pour WrestleMania, je dirais que Tyson Kidd et Cesaro maintiennent le titre par équipe et qu'ils offrent un match de 6-7 minutes correct, potable, avec du spot dans tous les sens, il y a du monde, ça devrait divertir la foule. Avant le prochain match, petit segment backstage un petit peu random avec Kane et Bad News Barrett. Kane qui demande à Bad News Barrett de lui rendre, c'est un ordre, le titre de champion intercontinental pour pouvoir l'exposer au-dessus du ring en vue de la bataille royale, du match de l'échelle de WrestleMania 31. C'est un petit segment marrant qui me rappelle que Barrett est quand même un mec hyper à l'aise au micro, avec quand même un super bon gimmick, un super bon caractère. Et le segment qui se termine avec It's my bloody title est tellement british et tellement anglais, ça va
tellement fait marrer. J'attends quand même pas mal de barrettes hein, pour le match de WrestleMania. Mais bon, soit, on passe au match suivant, en fait, qui est un match entre Swagger et Rusev. Jack Swagger est encore vivant, je vous rassure. C'est bien, ils ont donné un peu plus de temps à Swagger pour pas trop le décrédibiliser, puisque Rusev a pour habitude de squasher les mecs en 1 minute et on n'en parle plus. Là, c'était sans être génial, c'était correct. Avec la victoire de Rousseff, hein, bien entendu, hein, qui fout le bon vieux Swagger dans la collade. Le public était totalement dégoûté de ne pas voir Lana, mais bon, comme vous le savez, Lana était pas là, hein, elle est en plein tournage. Pas de film porno, je vous rassure. John Cena, bien entendu, est arrivé à la fin pour pouvoir tout simplement continuer la hype de son super combat, l'Amérique contre la Russie, le match équipe, Rocky Balboa, tout le Bataclan. Ce qui était super chouette, c'était que Rousseff est sorti grand de ce segment, de ce spot, en laissant un John Cena totalement inconscient sur la table des commentateurs après lui avoir porté l'accolade. Encore une fois, c'est cool parce que j'attends pas mal de ce match. C'est chouette d'avoir rétrogradé John Cena pour pouvoir mettre over les talents. Maintenant, j'espère qu'ils vont pas se chier dessus et qu'ils vont laisser le titre à Rousseff pour pouvoir continuer et faire prospérer donc justement la chose. Quoique après, la raison m'appelle à penser que John Cena remportera le match pour pouvoir permettre à Rousseff de monter sur des trucs un peu plus grands, probablement pour feuder avec Roman Reigns en début d'année prochaine. J'espère qu'ils ne vont pas, comme on dit, drop the ball avec Rousseff, parce que lui donner autant d'exposition, autant d'overness, j'espère que ça lui servira pour une carrière longue et prospère à la WWE, et pas pour un one-shot, une fois que tu auras terminé ton truc, ok bye bye. L'association avec Lana est super cool en plus.